C'est que ça part d'un diagnostic sans parti pris, objectif et sans complaisance. Parce que c'est ce diagnostic qui permet de pouvoir construire la trajectoire que je me suis fixée dans le livre. Troisième élément, c'est une approche 360 degrés qui traite toutes les composantes, à savoir l'aspect économique, l'aspect social, le capital humain, quatrième composante, la dimension environnementale, et cinquième composante essentielle, la gouvernance. Donc il s'agit réellement d'une approche 360 degrés. Autre chose qui est un pilier de cette approche, c'est que ça intègre toute une démarche de proposition avec des stratégies et des politiques transformatrices de notre économie. Et ça, c'est essentiel parce qu'il ne s'agit pas uniquement de faire un diagnostic, mais il s'agit d'avoir une approche transformative. Bien sûr, c'est une approche transformative qui est proposée sur la base d'un vécu d'expertise essentiel depuis plusieurs années sur des projets de développement avec des succès connus, notamment au Maroc, mais aussi d'autres pays africains. Donc voilà un peu la grosse genèse. Bien sûr, il est essentiel, lorsqu'on a un tel travail, de pouvoir comprendre quels sont les soubassements qui sont à la fois socioculturels, mais aussi en termes de mindset et de légitimité de la personne qui a écrit le livre. C'est pour ça que ça part d'un prologue qui, je pense, peut être considéré aussi parmi les bonnes feuilles, qui explique un peu les moments clés qui ont forgé cette personnalité et qui légitiment aujourd'hui le fait que j'écrive à nouveau sur le Sénégal. Et je dis à nouveau parce que c'est aujourd'hui Sénégal à portée de main, le lion sort de sa tanière, mais c'était aussi en 2011, 2012, 100 projets de réforme pour un Sénégal émergent. Donc voilà un peu, en résumé, qu'est-ce que je peux dire de ce livre. Bien sûr, quand on dit proposition de transformation structurelle, toujours autour de ces 5 piliers, ça veut dire une politique économique porteuse de valeur et de richesse. Ça veut dire aussi un deuxième pilier qui est un accès un accès universel à toutes les activités sociales du pays. Il faut que les Sénégalais aient accès à la santé, aient accès à l'éducation, aient accès à un toit. C'est des biens essentiels, c'est des droits essentiels. Troisième pilier, c'est un capital humain promu et surtout qui crée de la richesse. Aujourd'hui, on a beaucoup de déperditions dans le capital humain. On a une jeunesse qui a envie de faire des choses, mais on ne lui donne pas les moyens de se former. Quand on dit on ne lui donne pas les moyens, c'est-à-dire les outils de formation et le terrain de jeu pour le développement. Bien sûr, en tenant compte d'un environnement maîtrisé, à la fois en termes d'opportunités et de risques, mais tout ceci avec une gouvernance publique efficace. Et c'est ce lien entre ces 5 dimensions qui vont permettre justement de sortir de la tanière, parce que tout ceci est à portée de main si on met les bonnes stratégies publiques, si on prend les bonnes personnes, et le Sénégal regorge de talent, et si on associe ceci à une bonne gouvernance efficace. Donc voilà, en quelques mots, résumé le contenu de cet ouvrage. Ce livre a tous les noms du livre programme. Et ça veut dire que M. Diop est candidat à la prochaine élection présidentielle, pour que lui-même puisse mettre en œuvre ce qu'il propose dans ce livre. Vous avez bien dit clairement, c'est un livre programme, c'est une vision de ce Sénégal
que nous voulons, du Sénégal dans lequel on veut faire grandir nos enfants et nos petits-enfants. Et cette vision, encore une fois, pour moi, on met la charrue avant les bœufs. La question n'est pas est-ce que A ou B est candidat. La question est d'abord de dire quel est le projet de société qu'on veut pour ce Sénégal de demain. Et je dis le moment n'est pas encore venu de parler de candidature de A ou de B. Il faut d'abord s'entendre sur le projet de société. Parce que A, B, C, D ou D, c'est du subjectif par rapport à la relation qu'on a avec la personne. Pour voter pour quelqu'un, il faut qu'il ait un projet de société dans lequel on se retrouve. Donc aujourd'hui, je pense que le débat sur lequel on doit se retrouver, c'est quel Sénégal on veut pour demain. On est à la croisée des chemins. Il est essentiel qu'on puisse ensemble construire ce Sénégal que nous voulons. Et que celui qui souhaiterait mener à bien ce projet soit comptable vis-à-vis de la population, parce qu'on a défini ensemble qu'est-ce que l'on veut, et quand on lui confie cela, on sait que ce qu'on veut. Donc, à la question « est-ce que je suis candidat ?», je ne répondrai pas à cette question, parce que je pense que ce n'est pas une question du moment. Le principe que dans des approches et des visions de développement, il faut avoir l'intelligence d'apprendre sur les réussites et les erreurs de nos amis ou des pays qui peut-être ont un vécu similaire au nôtre ou qui peut-être ont des caractéristiques similaires aux nôtres. Donc dans cette approche, aujourd'hui très clairement, le Maroc est un pays qui a un enjeu réel de démographie avec une population jeune, de création d'emplois, parce qu'il faut que cette population ait accès à l'emploi, le défi de l'alphabétisation, le défi du développement infrastructurel, le défi de l'absence de ressources. Et avec ces dimensions, quand on regarde, on retrouve exactement les mêmes défis, les mêmes enjeux au Sénégal. Donc, comment le Maroc a pu réussir cette transformation structurelle et ce développement alors que il y a 30 ans, ce pays était au même niveau de développement que le Sénégal. Moi, je suis arrivé au Maroc dans les années 80. Il y avait beaucoup de similitudes. Comment ils ont réussi à le faire? Très clairement, une vision stratégique à long terme qui est construite sur la durée. Deuxièmement, des plans clairs avec une lisibilité. Troisièmement, une gouvernance publique adaptée avec une vraie évaluation des politiques publiques et une responsabilisation et reddition des comptes. Chaque acteur public sait qu'il est comptable vis-à-vis du chef de l'État, ce qui est essentiel. Et bien sûr, la mise en œuvre d'une démarche pour mettre aux bonnes fonctions les bonnes personnes. Vous savez, au Maroc, on n'a jamais de débat lorsqu'il y a une nomination d'acteurs publics sur la compétence de la personne. Ça fait 30 ans que je suis là-bas, je n'ai jamais vu une nomination où on dit cette personne n'est pas compétente. On peut dire cette personne peut-être a ses caractéristiques, c'est tout. Mais compétence, on la remet. Parce qu'on ne présente pas à une nomination publique des personnes qui n'ont pas de compétence. Il y a un appel à candidature, il y a un choix, et on ne peut pas présenter aux décideurs publics des personnes qui n'ont pas la compétence, quelle que soit leur appartenance. Donc ça, c'est essentiel. On ne peut pas construire un pays, quelle que soit la stratégie qu'on met en œuvre, sans mobiliser les compétences du pays. C'est essentiel. Donc quand on voit cela, on se dit, ben, le Maroc, aujourd'hui, est un pays qui peut servir de modèle à beaucoup de pays africains. Qui peut servir de modèle au Sénégal, qui a exactement les mêmes caractéristiques. Avec un avantage qu'a le Sénégal que le Maroc n'a pas. C'est que au Sénégal, il y a beaucoup d'eau. Au Maroc, on a beau voir tous ces fruits et légumes qui viennent du Maroc, le Maroc est un pays qui n'a pas d'eau. Où, aujourd'hui, une bonne partie de l'eau potable vient du dessalement d'eau de mer. Parce qu'il y a un stress hydrique qui fait qu'il n'y a pas d'eau.
Comment le Maroc sans eau arrive à réussir toute cette stratégie de développement agricole? Il faut qu'on se pose la question. Et au moins, qu'on essaye d'apprendre de cela et de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Ça ne veut pas dire qu'il faut copier-coller, mais il faut apprendre des réussites et aussi apprendre à tirer les leçons des autres pour construire sa propre stratégie de développement. Donc, pour répondre à la question, le Maroc est aujourd'hui un des modèles, et je dis un des modèles parce qu'il y en a d'autres, qui doit permettre à beaucoup de pays de sortir de l'ornière, et beaucoup de pays qui l'ont compris sont en train de s'en inspirer. Mais il est avec bon, c'est la dernière question, il est avec la France aussi pour être un des partenaires particuliers du Sénégal, des relations presque séculières. Est-ce que si vous devez faire l'inventaire de cette relation-là, qu'est-ce que vous allez dire en 2023? Ben, les relations Maroc-Sénégal sont historiques, sont séculaires, mais depuis quelques années, elles se sont développées fortement sur le plan économique. Et aujourd'hui, quand on regarde, il y a des choses qui sont visibles. Aujourd'hui, quand vous voyez l'achalandage des fruits et légumes dans les marchés sénégalais, il y a énormément de produits qui viennent du Maroc. Parce qu'il y a cette route Tanger-Dakar qui, à un moment, a été un levier de commerce. Donc, dans le commerce, il y a un développement fort. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu la crise de l'oignon, le Maroc a accepté d'ouvrir ses frontières pour faire sortir de l'oignon et l'envoyer au Sénégal. C'est ce qui a permis un peu d'augmenter l'offre. Sur le plan industriel, il y a de plus en plus d'usines marocaines qui s'installent. J'ai accompagné pas moins de 4 usines qui sont en train de s'installer à Sandiara. Donc il y a des investissements forts du Maroc. Ne l'oublions pas, le Maroc est